Chaque minute, sur notre planète, plus de 17 tonnes de vieux cuivre reprennent vie. Et chaque câble mis au rebut n'est pas un déchet, mais une promesse de renaissance. Imaginez, les fils de vieux téléviseurs, de bureaux, d'usines, tout converge vers un seul lieu, où les broyeurs rugissent tel un monstre aux mâchoires d'acier, et où la température d'un four de fusion dépasse celle de la lave d'un volcan. Ceci n'est pas l'histoire d'un métal, mais celle d'une métamorphose. L'histoire de la boue et de la vieillesse qui redeviennent pure brillance. Restez avec nous. Ce qui vous attend, c'est une renaissance comme vous n'en avez jamais vu. Tous ces fils que vous voyez autour de vous, des vieux chargeurs aux bobines industrielles, ont une histoire. Ils ont fait partie de nos vies, ont conduit l'électricité, transmis des signaux, maintenu la lumière dans nos maisons et le rythme dans nos villes. Mais le temps passe, les objets se cassent, les systèmes se modernisent et les câbles deviennent des rebuts. C'est précisément là que leur seconde vie commence. On les collecte partout, dans les maisons, les bureaux, les usines, sur les chantiers et même dans les vieilles voitures. Imaginez un immense réseau logistique, des camions, des conteneurs, des entrepôts. Ça ressemble à une chasse au trésor, sauf que les trésors, ici, sont du métal et du plastique, enchevêtrés en écheveaux et en faisceaux. La première étape, l'arrivée à l'usine. Ici, les câbles passent entre les mains d'ouvriers expérimentés, qui ne font pas que trier. Ils sont comme des archéologues, qui déterrent le temps et les histoires cachées dans chaque fil. Ils séparent les fils en or, c'est-à-dire ceux qui contiennent le plus de cuivre, de ceux où le plastique ou l'aluminium domine. Chaque type de câble a ses particularités, et chaque centimètre a de la valeur. Ce processus est crucial, car la qualité du produit final dépend entièrement de la rigueur du tri. Mélanger différents types de métaux ou de gaines compliquerait les étapes suivantes et rendrait le cuivre moins pur. À ce stade, les opérateurs utilisent divers outils, cisailles, pinces, machines spéciales pour dénuder les câbles. Tout est fait rapidement, mais avec une attention méticuleuse. Chaque écheveau est déroulé, divisé en fractions. Câble nu, câble sous plastique, épais ou fin, en cuivre ou en aluminium. L'important est de préserver l'intégrité du cuivre, car c'est la principale richesse. Même l'odeur de l'atelier, un mélange de vieux plastique, de métal et de bobines fraîchement ouvertes, semble murmurer que quelque chose de nouveau est sur le point de naître. C'est l'odeur des possibles, celle de la renaissance. Et même si cette étape semble n'être que de la simple logistique, elle ressemble en réalité à un immense puzzle, où chaque pièce compte. De la qualité et de la minutie de ce tri dépend non seulement la suite du processus, mais aussi l'efficacité écologique. Mieux on trie, moins il y a de déchets, et plus le cuivre final sera pur. Les écheveaux sont défaits, les fils sont démêlés. Mais la vraie magie n'a pas encore eu lieu. Ce qui, il y a peu, formait des kilomètres de câbles, se prépare maintenant à passer au cœur de l'usine. On l'appelle de différentes manières. Le broyeur, le shredder, le monstre aux mâchoires d'acier. Mais son essence est la même. Cette bête pulvérise tout. On déverse les fragments de câbles dans une immense trémie. À l'intérieur, des cylindres aux dents acérées, comme des lames de rasoir. Ils ne coupent pas, ils mâchent. Cuivre, aluminium, plastique, tout craque, grince, se désintègre en copeaux. Ce n'est pas juste du bruit, c'est le pouls d'un cœur industriel qui bat à la fréquence d'un métal nouveau-né. Les fils broyés atterrissent dans une machine où s'appliquent des lois physiques de quoi rendre Newton jaloux. Force centrifuge, vibration, courant d'air, électro-aimant. Le plastique est léger, un courant d'air l'emporte. Le cuivre est lourd, il tombe dans un autre compartiment.
Même les plus petits morceaux sont triés avec une précision incroyable. Ici, le cuivre pur. Là, celui qui est peint. Plus loin, le laiton ou l'aluminium. La poussière vole, les machines vrombissent, les opérateurs surveillent attentivement les indicateurs sur leurs écrans. Parfois, une odeur de métal chauffé, d'ozone et de plastique flotte dans l'air, mêlée à la poussière et à la graisse des mécanismes. Ce n'est pas l'endroit le plus romantique du monde, mais c'est ici que naît le nouveau cuivre, pur, prêt pour le recuit, la fusion ou le tréfilage. Et comme dans les vieilles légendes sur les alchimistes qui transformaient la boue en or, ici aussi, il y a des formules. Sauf qu'à la place de l'élixir, ce sont des systèmes de pesée, de calibrage, de purification. Car dans le monde moderne, la magie, c'est de la technologie bien réglée. Les fractions broyées, déjà nettoyées du plastique, décolorées et triées, sont chargées dans le four. C'est le cratère d'un volcan industriel, où la température a dépassé les 1100 degrés Celsius. C'est plus chaud que la lave de certains volcans. Le métal commence à fondre en émettant un crépitement caractéristique, comme un titan qui s'éveille doucement. On ajoute progressivement des fondants dans le four, des substances spéciales qui lissent les impuretés nocives. Oxydes, saletés, résidus d'isolants. Celles-ci remontent à la surface sous forme d'une croûte de scorie sombre. On la retire manuellement, avec de longues pelles, dans une chaleur que l'on sent même à travers la combinaison de protection. C'est l'un des travaux les plus dangereux de l'usine, mais aussi l'un des plus grandioses. Ici, les hommes voient littéralement le vieux cuivre se purifier. Comment des fragments rouillés se transforment en un lac incandescent, presque solaire. Ici, même le son est différent. Grave, sourd, un peu menaçant. Il semble dire « Je suis le cuivre » et je renais. Après la purification, le métal en fusion est coulé dans des moules. Ce peut être de grands lingots de cuivre pesant une quarantaine de kilogrammes ou de longues billettes cylindriques pour le laminage futur. Dans l'air flotte une odeur de brûlé et de métal qui reste longtemps dans les narines. Mais avec elle, le sentiment de quelque chose de majestueux. Quand les lingots brûlants se sont solidifiés, le cuivre ne sait pas encore ce qu'il deviendra. Son avenir est entre les mains des ingénieurs, des lamineurs, des tréfileurs. C'est le dernier acte, sa transformation en un nouveau produit, prêt à nouveau à transporter le courant, la lumière, la communication. Les lingots sont transportés vers l'atelier de laminage. Là, on les réchauffe et on les fait passer entre des cylindres géants, comme si on étalait une pâte incandescente. De plus en plus fin, de plus en plus lisse. C'est ainsi que se forme la bande de cuivre ou l'ébauche de fil, longue et chaude comme l'aube dans le désert. Ensuite, c'est l'épreuve du tréfilage. C'est quand on étire le cuivre à travers une série d'orifices de plus en plus étroits. Il s'allonge, s'affine, mais ne se rompt pas. À chaque orifice, une nouvelle précision, un nouveau micron. Des dizaines de fois, il est étiré, lubrifié, refroidi. Tout ça pour qu'enfin naisse un fil fin, flexible, brillant. Il peut maintenant être enroulé sur des bobines, traité, émaillé ou allié à nouveau avec d'autres métaux pour de nouvelles missions. Parfois, on le recouvre d'un isolant, et alors, il se retrouvera dans les murs des maisons. Une maison d'habitation moyenne nécessite environ 200 kg de cuivre. Parfois, il finit dans le bobinage du moteur d'une voiture électrique. Et d'autres fois, dans les délicates bobines d'écouteurs qui transmettront la musique de cœur à cœur. Chaque minute, sur la planète, plus de 17 tonnes de ferraille de cuivre sont recyclées. Le cuivre peut être recyclé presque à l'infini sans jamais perdre ses qualités.
Cela en fait le métal idéal pour une économie circulaire, un cycle vertueux. Vivre, servir, fondre et renaître. Chaque année, dans le monde, on extrait plus de 3 millions de tonnes de nickel, un métal sans lequel on ne pourrait même pas imaginer l'industrie moderne. Mais est-ce que tu savais que ce métal brillant commence son voyage dans les entrailles de la Terre? Dans d'énormes carrières, grandes comme des stades de foot, des excavatrices géantes avec des godets de 20 tonnes extraient le minerai qui deviendra la base de l'industrie du nickel. Et sous terre, dans des mines profondes, des foreuses spéciales creusent des tunnels par lesquels on remonte chaque jour des milliers de tonnes de matières premières. Ce n'est pas juste de l'extraction, c'est une véritable opération industrielle à grande échelle. Tu veux voir comment, à partir de cette matière brute, on crée du nickel pur et étincelant? Reste avec nous. Tu vas être bluffé par l'ampleur et les technologies de ce processus. Tout commence par l'extraction du minerai. Le nickel, on le trouve dans deux types principaux de minerais, les sulfures, qui sont les plus concentrés, et les latérites, moins riches en métal. L'extraction se fait soit en souterrain, soit à ciel ouvert dans des carrières, ça dépend de la profondeur à laquelle se trouve le minerai. Des dizaines d'excavatrices géantes, de tombereaux, ces énormes camions de carrière, et de foreuses travaillent dans la carrière, qui peut être aussi grande qu'un stade, voire un quartier entier. D'énormes excavatrices, avec des godets capables d'embarquer 20, voire 40 tonnes de roches d'un coup, mordent la terre en rythme, remontant des blocs de minerais géants à la surface. Les tombereaux, hauts comme des immeubles de 2 étages, font la navette sans arrêt entre la carrière et l'usine, transportant chacun 200 ou 300 tonnes de chargement. Tout ça dans un vacarme de moteurs, des nuages de poussière et l'éclat du métal sous le soleil. Sous terre, dans les mines, des foreuses creusent des tunnels et des convoyeurs spéciaux transportent le minerai jusqu'à la surface. Chaque jour, on extrait ici des milliers de tonnes de roches. Et ce flux continu de matières premières, c'est un peu comme une artère géante qui nourrit l'industrie moderne. Le minerai extrait est ensuite acheminé vers l'usine, où l'attend la première étape, le concassage. D'abord, le minerai passe dans des concasseurs. Ce sont de grosses machines avec de puissants arbres rotatifs, ou des marteaux qui réduisent la roche en morceaux de la taille d'un poing, ou plus petits. Un bruit assourdissant et des vibrations remplissent l'endroit, et la poussière s'élève dans l'air comme un nuage. Ensuite, ces morceaux passent dans des broyeurs, de longs tambours cylindriques qui tournent lentement. À l'intérieur, il y a des boulets de pierre lourds, ou des barres d'acier qui, en tournant, broient le minerai encore plus finement, jusqu'à la taille de grains de sable ou même de poudre. Ce processus s'appelle le broyage fin. Tout le temps, à l'intérieur des tambours, il y a des frottements et des chocs continus qui désintègrent la roche dure en petites particules, libérant les précieux minéraux de nickel de la gangue stérile, la roche sans valeur. Cette poudre passe ensuite à travers un tamis, qui sépare les particules trop grosses et les renvoie dans le broyeur pour un broyage supplémentaire. C'est comme ça que les métallurgistes obtiennent un matériau homogène, prêt pour les étapes suivantes d'enrichissement. Quand 90% du minerai a été broyé à moins de 44 millièmes de millimètre, c'est minuscule. On le mélange avec de l'eau et des réactifs spéciaux dans de grandes machines de flotation, des cuves ou des cellules qui peuvent se contenir de quelques centaines à des milliers de litres. On injecte de l'air dans cette pulpe, ce qui forme des millions de petites bulles. Ces bulles s'accrochent aux particules hydrophobes des minéraux, par exemple les sulfures de cuivre et de nickel, et les font remonter à la surface. Le processus de flottation dure entre 15 et 25 minutes à chaque étape.
et le nombre de cycles ainsi que le volume des produits en circulation sont optimisés pour récupérer un maximum de métaux. En général, la flotation comprend plusieurs stades. La flotation primaire, la flotation intercyclique et la flotation sélective pour séparer les concentrés de cuivre et de nickel. Après la flotation, on obtient un concentré, où la teneur en cuivre et en nickel a considérablement augmenté, jusqu'à 10 ou 20%, et même plus, alors que dans le minerai de départ, il n'y en avait que quelques pourcents. Les rejets de la flotation, eux, contiennent surtout de la roche stérile et une quantité minimale de métaux. Le volume des installations de flotation et le débit d'alimentation en pulpe peuvent atteindre des centaines de mètres cubes par heure. Grâce à la flotation, on récupère plus de 85% du cuivre et du nickel présents dans le minerai, ce qui en fait l'une des méthodes d'enrichissement les plus efficaces. D'énormes fours brûlent d'un feu rouge-orangé éclatant, comme si le cœur de l'usine métallurgique battait au rythme du métal en fusion. La température ici atteint l'incroyable chiffre de 1550 degrés Celsius. C'est plus chaud que la lave volcanique la plus brûlante. Dans ces fours, le concentré de nickel enrichi est grillé pour le débarrasser du soufre et d'autres impuretés indésirables. Le feu et la chaleur purifient le métal, en expulsant tout ce qui est superflu. Après le grillage vient le moment de la fusion. Le concentré est transféré dans des fours spéciaux où la température est maintenue si élevée que le métal se transforme littéralement en lave liquide. On y ajoute des fondants, comme de la silice, qui aident à séparer le laitier, une substance légère et poreuse qui flotte à la surface. Ce laitier, tel un nuage, recouvre le métal en fusion, le protégeant de l'oxydation. Et en dessous, sous ce nuage, se forme l'amat, un mélange fondu de nickel, de fer, de cuivre et de soufre, qui brille d'une lumière rouge intense. Les mouvements du métal dans le four ressemblent à une lente danse de vagues de feu. La conversion, c'est l'une des étapes les plus importantes et les plus impressionnantes dans la production du nickel, où le métal fondu passe par une véritable tempête purificatrice. Une cuve métallique géante, le convertisseur, d'un volume de plusieurs dizaines de mètres cubes, est remplie de mat fondu, ce mélange de nickel, de fer, de cuivre, de soufre et d'autres impuretés. La température ici dépasse les 1500 degrés Celsius et le métal brûle littéralement d'une lumière rouge vif. Dans ce métal en fusion, on commence à souffler de l'oxygène ou de l'air sous haute pression par des tuyères spéciales. On peut imaginer ce processus comme une tempête dans une mer de métal en fusion. Sous l'effet de l'oxygène, des réactions chimiques se déclenchent. Le soufre s'oxyde et se transforme en dioxyde de soufre, un gaz qui est évacué du four, tandis que le fer s'oxyde et passe dans le laitier, cette substance légère et poreuse qui flotte à la surface. Ce laitier, formé par le fer oxydé, le soufre et d'autres impuretés, s'accumule en haut et est retiré périodiquement, laissant en dessous un métal de plus en plus pur. Les langues de feu et les étincelles qui jaillissent du convertisseur pendant le soufflage créent un spectacle impressionnant qui rappelle une véritable éruption volcanique. Tout l'atelier est rempli de grondements et de vacarmes. Le processus de conversion dure de quelques minutes à une demi-heure, selon le volume et la composition du bain fondu. Il est crucial de contrôler précisément la durée et l'intensité du soufflage pour ne pas perdre le précieux nickel et obtenir un produit le plus pur possible. Une fois la conversion terminée, le métal contient environ 70% de nickel, ce qui signifie qu'il est presque prêt pour l'affinage ultérieur. L'affinage du nickel se fait le plus souvent par électrolyse.
Dans des cuves spéciales, contenant des sels de métal fondu, on place des anodes en nickel semi-purifié et les cathodes sont des plaques de métal pur. Sous l'effet du courant électrique, le nickel de l'anode se dissout sous forme d'ion, puis se dépose sur la cathode sous forme d'un dépôt métallique pur. Ce processus se déroule à une température d'environ 70 degrés et avec des densités de courant élevées, ce qui assure un dépôt cathodique dense et homogène. La consommation d'énergie est d'environ 0,3 kWh par kilogramme de métal. Chaque seconde, dans le monde entier, des centaines de moteurs démarrent, des voitures aux avions. Et chacun d'eux a un cœur en métal, un gros bloc où naît toute la puissance. Mais comment, à partir d'une ébauche métallique brute, on obtient une structure précise, ajustée au micron près? Il n'y a pas si longtemps, c'était un travail manuel minutieux. Aujourd'hui, c'est l'affaire de machines-outils surpuissantes à commande numérique par calculateur, les fameuses CNC. Elles sculptent littéralement le moteur dans le métal, en suivant les instructions d'un ordinateur. C'est comme de la sculpture, oui, mais au lieu du marbre, ici, c'est de l'acier, de l'aluminium ou de la fonte. Et il n'y a absolument aucune place pour l'erreur. Comment fonctionnent ces machines? Qu'est-ce qu'il faut pour usiner un bloc moteur pesant des centaines de kilos avec la précision d'un cheveu humain? Je te montre ça tout de suite. Avant de former les pièces brutes en acier sous la pression énorme des presses hydrauliques, on les chauffe impérativement à une température précise. Ça facilite grandement la déformation du métal et ça garantit une super qualité aux pièces finies. Cette étape, c'est la clé dans la technologie du forgage et de l'estampage des métaux. Pour les pièces en acier, le plus souvent, on chauffe à une température autour de 1300 degrés Celsius. Ça correspond au forgeage à chaud. À cette température, l'acier devient plastique, beaucoup plus malléable, ce qui permet de lui donner des formes complexes sans créer de fissures ou de défauts. Bien sûr, la température exacte dépend du type d'acier, de la taille et de la forme de la pièce brute, et aussi de ce qu'on va en faire après. Le chauffage se fait dans des fours spéciaux, où la température est maintenue super stable et uniforme. On met les pièces brutes dans le four. La chaleur commence par atteindre la surface, puis pénètre progressivement au cœur de la pièce. Ce qui est crucial, c'est d'équilibrer la vitesse de chauffe. Si c'est trop rapide, la température n'est pas uniforme et ça crée des tensions internes, voire des fissures. Mais si c'est trop lent, eh bien, ça plombe la productivité. Pas simple. La vitesse optimale pour monter en température pour les pièces en acier, c'est généralement entre 50 et 100 degrés par heure. Ça assure un chauffage bien régulier et ça aide à former la bonne structure dans le métal. La durée pendant laquelle on maintient la pièce à la température cible dépend de sa taille. En général, c'est entre 7 ou 20 minutes pour des pièces faisant de 40 mm à 100 de diamètre. Une fois la bonne température atteinte, on laisse la pièce mariner, un peu dans le four, pour que la chaleur se répartisse bien partout. Ça évite les écarts de température entre la surface et le cœur, qui pourraient causer des stress thermiques et des fissures pendant la déformation. C'est logique, le métal chauffé devient donc plus plastique et moins susceptible de casser. Du coup, on a besoin de moins de force pour le former, les outils s'usent moins vite et on gagne en précision sur les pièces fabriquées.
En plus, le forgige à chaud favorise la création d'une structure à grain fin dans le métal, ce qui améliore ses propriétés mécaniques. La résistance, la ténacité au choc et la résistance à la fatigue. Que du bonus! Après le chauffage, la pièce est transportée super vite vers la presse hydraulique pour qu'elle n'ait pas le temps de refroidir sous la température de plasticité. Le temps de transport et la température de surface juste avant de commencer la déformation sont contrôlés de près pour éviter les mauvaises surprises, comme des fissures ou d'autres défauts. Les machines-outils à commande numérique, CNC, on les utilise beaucoup pour usiner les bielles. Ces pièces super importantes du moteur qui transmettent le mouvement du piston au vilebrequin. Fabriquer une bielle, c'est un processus complexe qui comprend du tournage, du fraisage, du perçage et de la rectification. Tout ça avec une précision de fou. Au départ, les ébauches de bielle sont fabriquées par estampage ou forgeage, à partir d'aciers au carbone ou d'aciers alliés. Ces ébauches ont déjà une forme proche de la pièce finale, et souvent, elles incluent le chapeau de la tête de bielle, qui sera séparé plus tard. Sur les tours CNC, on fait l'ébauche et la finition du corps, et des têtes de la bielle. Ensuite, on perce les trous de centrage, les trous pour les vis de bielle, et d'autres trous techniques, avec une précision allant jusqu'à un cinquième de millimètre. Dingue, non? Le fraisage sert à usiner les plans de joint entre le chapeau et le corps, et la rectification permet d'obtenir une surface tellement lisse, une faible rugosité, que ça garantit un fonctionnement souple et une longue durée de vie à la pièce. Une opération super importante, c'est l'assemblage de la bielle avec son chapeau, puis l'usinage final des trous pour les vis de bielle. Ça, c'est fait avec une précision extrême pour assurer la fiabilité de la connexion. C'est vital. L'usinage d'engrenages en aluminium avec des machines CNC, c'est aussi une opération très courante dans l'industrie. On choisit l'aluminium pour les engrenages à cause de sa légèreté, parce qu'il s'usine bien et qu'il résiste à la corrosion. Ça rend ces pièces idéales pour plein de secteurs. La construction mécanique, l'aéronautique, l'automobile, la robotique. Avant l'usinage, les ébauches d'engrenages en alu sont fabriquées par différentes méthodes. Forgeage, moulage ou extrusion. Le forgeage donne une densité et une résistance élevée. Le moulage permet d'obtenir des formes complexes. Et l'extrusion crée de longs profilés avec une structure uniforme. Après ça, les ébauches subissent une normalisation. C'est un traitement thermique où on les chauffe à environ 960 degrés pendant un certain temps. Ça améliore la structure du métal et le rend plus homogène. L'usinage des engrenages sur les machines CNC, c'est un processus dit soustractif. On enlève l'excès de matière de l'ébauche avec des outils coupants pilotés par ordinateur. Grâce à la commande numérique, la machine réalise des opérations complexes avec une très haute précision, ce qui permet d'obtenir un profil de dent parfait, des dimensions exactes et des tolérances très serrées. Les opérations principales comprennent le tournage, le fraisage des dents, taillage, le perçage et l'alésage des trous, la rectification et parfois le honage pour une finition ultra précise. Pour les engrenages, la précision de certains paramètres est critique. Le module de la dent, l'angle de profil, l'épaisseur de la dent, le diamètre de la roue, la coaxialité, l'alignement de l'alésage central et de la denture. Les machines CNC assurent des tolérances de l'ordre du centième, voire du millième de millimètre. Ça garantit un fonctionnement fluide et silencieux de la transmission.
Ces machines CNC peuvent tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une intervention humaine minimale. Elles sont aussi faciles à reconfigurer pour fabriquer différents types d'engrenages. On peut lancer la fabrication de pièces sans avoir besoin d'investir des fortunes au départ. C'est pratique pour les prototypes ou les petites séries. Et comme l'aluminium se coupe facilement et conduit bien la chaleur, on évite de surchauffer l'outil et la pièce. Où on trouve ces engrenages en aluminium? Dans les voitures, pour les transmissions légères et les mécanismes auxiliaires, mais aussi dans l'aérospatiale, la robotique, l'électroménager et même dans le secteur de l'énergie. La qualité d'un engrenage, ça commence par la vérification du matériau, les alliages d'aluminium, leur composition chimique, leurs propriétés mécaniques. Tout ça influence la durée de vie et la résistance. Après l'usinage des dents, on fait un chanfreinage. On adoucit les arêtes au sommet et aux extrémités des dents. Ça évite que les pièces ne s'accrochent quand elles fonctionnent. Ensuite, on mesure tous les paramètres des dents, le diamètre, la largeur de la denture, la coaxialité des trous, le battement des faces, leur perpendicularité à l'axe. Bref, un contrôle qualité de A à Z. Pourquoi une partie des vieux médicaments est-elle détruite, alors qu'une autre, eh bien, revient dans le circuit? Chaque jour, dans le monde entier, on produit des centaines de milliers de tonnes de déchets médicaux, des seringues usagées, des ampoules vides, des tubes à essai pleins de sang, des gants chirurgicaux, des médicaments périmés. Mais tu t'es déjà demandé ce qu'ils deviennent ensuite? Tu sais que certains de ces déchets peuvent rester dangereux pendant des années? Et qu'une mauvaise élimination peut carrément provoquer des catastrophes écologiques. Aujourd'hui, on va jeter un œil derrière les portes des entreprises spécialisées, où des autoclaves, des fours à très haute température et même des réactions chimiques transforment des substances dangereuses en déchets inoffensifs. Comment on stérilise une seringue exactement? Et quels sont les risques liés à une élimination illégale? Reste bien avec nous. La suite, c'est du très très lourd. Chaque année, aux États-Unis d'Amérique, on génère plus de 6 millions de tonnes de déchets médicaux. Et non, la majorité, c'est pas des produits ultra toxiques. La plupart du temps, on parle juste de gants, de bandages, de blouses, de serviettes, en contact avec des fluides biologiques. Mais tout ça, c'est considéré comme potentiellement infectieux, donc hors de question de les balancer à la poubelle classique. Dans chaque hôpital, clinique, cabinet dentaire, laboratoire ou centre vétérinaire, bref, partout où on soigne, il y a des zones clairement définies pour stocker temporairement les déchets. Les objets à risque, comme les seringues, aiguilles, ampoules, bistouris, sont mis dans des conteneurs rigides, marqués « objets tranchants ». Ils sont hermétiques et surtout impossibles à percer. Les matériaux humides ou souples, comme les compresses, la gaze, les serviettes, vont dans des sacs spéciaux, souvent rouges ou jaunes, bien fermés. Dans les grands centres médicaux, on les ramasse tous les jours, voire plusieurs fois par semaine. Dans les plus petits, c'est une fois par semaine, ou toutes les 2. Les entreprises qui gèrent ces déchets viennent selon un planning précis. Elles embarquent les conteneurs pleins et laissent des neufs. Tout le trajet est suivi, enregistré, pour éviter toute fuite de substances dangereuses. Un gros hôpital, à lui seul, peut produire jusqu'à 5 tonnes de déchets médicaux par jour. À l'échelle nationale, les établissements américains représentent entre 15 et 20% des déchets biologiques dangereux de la planète. Et même si environ 85% de ces déchets ne sont pas infectieux, ils doivent quand même être traités avec sérieux. Après la collecte, tous les conteneurs sont envoyés vers des installations spécialisées, que ce soit des entreprises privées comme Stericycle ou Daniels Health ou des centres publics. La méthode la plus utilisée.
la stérilisation à la vapeur sous pression. Les déchets sont placés dans des chambres hermétiques, puis exposés à de la vapeur, entre 120 et 1 et 134 degrés Celsius, sous 2 ou 3 atmosphères de pression. Le processus dure entre 30 et 60 minutes. Et là, plus de bactéries, plus de virus, plus de champignons. Une fois traité, ce type de déchet n'est plus dangereux. Il est jeté comme une ordure normale. Cette technique permet de traiter environ 30% des déchets médicaux, soit entre 300 000 et 400 000 tonnes par an. On parle ici de bandages, gaz, blouses, gants, serviettes après injection, seringues sans aiguille, pinces en plastique, tubes, petits contenants sans liquide, flacons usagés, pipettes, boîtes de pétri. Mais certains déchets, les plus risqués, doivent être incinérés. Et là, on monte à 800, voire 1200 degrés Celsius. Ce traitement réduit le volume des déchets de 90 à carrément 95%. On incinère quoi? Des bouts de tissu, des organes, des membres amputés, des restes fétaux, des fluides biologiques en grande quantité, des médicaments périmés ou interdits, des vaccins, des produits hormonaux, des substances de chimiothérapie, et bien plus encore. Les déchets sont introduits dans le four via des trémies ou des vis sans fin, pour une alimentation continue. À l'intérieur des fours, il y a plusieurs niveaux de combustion. La première chambre brûle les déchets principaux. La chaleur y est telle qu'elle dégrade totalement les matières organiques. La deuxième chambre, elle, monte encore en température pour détruire les gaz résiduels et limiter les émissions nocives. Et ensuite, les gaz passent par des filtres qui éliminent les polluants. Dioxyde de soufre, oxyde d'azote, métaux lourds, fumée toxique. Les médicaments ont tous une date de péremption. Au-delà, certains deviennent moins efficaces, voire dangereux. Ceux à base de substances actives instables sont systématiquement détruits à l'expiration. Mais parfois, même périmés, certains restent efficaces, à condition d'avoir été bien stockés. Les médicaments non encore expirés, bien conservés, jamais ouverts, peuvent être remis sur le marché. Il existe des procédures précises. Les pharmacies peuvent récupérer des stocks non vendus, scellés, et les revendre. Mais sous contrôle strict. Et selon les pays ou les régions, les règles varient. Certains acceptent de remettre en circulation des médicaments considérés comme sûrs. D'autres interdisent totalement cette pratique. Il existe aussi des programmes de retour. Quand un patient arrête un traitement ou a des médicaments non utilisés, il peut les ramener en pharmacie. Ces médicaments peuvent être réutilisés ou éliminés correctement s'ils ne sont plus utilisables. Certains médicaments périmés ou ouverts sont parfois utilisés pour la recherche, pour tester leur stabilité ou leur efficacité au-delà de la date limite. On estime que jusqu'à 15% des médicaments vendus en pharmacie finissent jetés, car périmés. Vu la valeur du marché pharmaceutique mondial, cela représente chaque année des milliards d'euros de pertes. D'après certaines études, jusqu'à 90% des médicaments resteraient efficaces après leur date de péremption, si les conditions de stockage ont été respectées.
Mais franchement, d'un point de vue humain, on ne conseille pas d'expérimenter avec ça. À moins d'une urgence vitale, bien sûr. Éliminer des médicaments, ça coûte cher. En Europe, où les règles sont très strictes, le traitement des médicaments périmés ou toxiques coûte des dizaines de millions d'euros par an. Alors évidemment, certaines entreprises cherchent à réduire leurs coûts. Le marché noir des déchets médicaux est estimé à plusieurs milliards de dollars par an. Même des sociétés officielles, pourtant agréées, enfreignent parfois la loi, en choisissant des méthodes moins chères, mais beaucoup moins sûres. « 2 milliards de tonnes de déchets chaque année. Imagine un instant, c'est comme 500 000 tours Eiffel, mais faites de bouts toxiques, de cocktails chimiques et de vieux sacs plastiques. Et tout ça, ça ne traîne pas dans un coin. Non, ça part pour un voyage complètement dingue. Aimants géants, bains chimiques, fours brûlants et même des bactéries qui bouffent aussi le plastique. Oui, c'est du vrai. Prépare-toi, on plonge dans un monde où même la merde est triée par catégorie. Et tu ne pourras plus décrocher. Tout commence quand, quelque part dans une aciérie, quelqu'un a un peu trop chargé la dose. Résultat, une dizaine de tonnes de scories inutilisables. Ou dans un labo, on a renversé un peu d'amour. Et paf, un baril de produits toxiques capable de dissoudre une grenouille. Tout ce bazar part en traitement. Le tri des déchets industriels, c'est comme un marathon pour les costauds. Avec la patience d'un lézard de montagne. Une benne arrive, pleine de trucs colorés, crades, puants, avec une texture franchement suspecte. Maintenant, les pros doivent comprendre ce que contient ce smoothie et où l'envoyer. Selon la Banque mondiale, chaque année, plus de 2 milliards de tonnes de déchets industriels arrivent dans les centres de traitement. Et environ 30 à 40% doivent être triés à la main ou par des machines ultra précises. Première étape. Contrôle qualité à la main. Des ouvriers en combi choisissent ce qui ne peut pas être recyclé ou ce qui est dangereux. Piles, bidons toxiques, produits explosifs. Oui, ça arrive. Environ 15% de tous les déchets sont triés à la main avant tout automatisme. Un seul opérateur peut trier jusqu'à 2 tonnes de déchets par shift selon le type de matos. Ensuite, les machines prennent le relais. Des aimants géants récupèrent le fer et l'acier. Des séparateurs à induction attrapent les métaux non ferreux. Des scanners optiques à infrarouge ou ultraviolet traitent le plastique, le bois, le verre. Des séparateurs à air soufflent les déchets légers d'un côté, les lourds de l'autre. Tu veux séparer une plume et un écrou? C'est là que ça se passe. Puis viennent les tamis vibrants. Ils filtrent les petites particules comme une passoire à farine, mais version chimique et métallique. Les chaînes modernes de tri peuvent gérer jusqu'à 100 tonnes par heure. Les plus grandes usines, plus de 700 000 tonnes par an. Parfois, avant le tri, on fait une analyse express. Acidité, toxicité, composition. Parce que si tu crois voir une vieille vis rouillée, mais que c'est en fait un bout d'uranium, tu risques d'aller saluer Saint-Pierre. Environ 5 à 7 lots de déchets sont recalés ici comme ultra dangereux et isolés ou envoyés pour destruction spécialisée. Et là, la magie commence. Les métaux sont envoyés à la refonte. Et là, c'est un vrai concert de métal.
Dans les fours, il fait jusqu'à 1500 degrés. C'est ce qu'il faut pour faire fondre l'acier, le fer, le cuivre ou l'alao. Tu veux y poser ton café? Il s'évapore avant que tu le serves. Dans ces énormes fours, on jette des tonnes de ferraille et on obtient une masse incandescente qui donnera naissance à des tuyaux, des poutres, des pièces d'auto, voire des électroménagers. C'est un processus ultra énergivore, mais super rentable, car environ 95 métaux sur 100 peuvent être recyclés sans rien perdre de leur qualité. Donc ce vieux boulon rouillé d'un pont. Demain, il sera peut-être dans une voiture électrique. C'est ce qu'on appelle la réincarnation métallique. Et les déchets chimiques? C'est ce qui reste quand un chimiste dit « Oups ». Des acides, des solvants, du pétrole, de la peinture, des réactifs. Ça pue, et ça peut foutre en l'air tout un écosystème. D'une tonne de produits toxiques, on peut tirer jusqu'à 700 kg de résidus inoffensifs, qui seront soit enterrés, soit utilisés comme charge technique. Le reste, on le scelle. Et on le range bien loin, comme une vieille rancune. Un sac plastique vit quelques minutes dans ta main, et 5 siècles dans une décharge. C'est un criminel déguisé en emballage. Chaque année, on utilise plus de 5000 milliards de sacs dans le monde. Et la majorité finit n'importe où, sauf au recyclage. Recycler le polyéthylène? Une vraie galère. D'abord, il faut les récupérer. Et ils sont partout. Accrochés aux arbres, dans les rivières, sur la tête des pigeons. Ensuite, tri par type de plastique. Lavage, séchage, broyage. Le tout devient une sorte de poussière plastique qu'on fait fondre à 170 à 250 degrés Celsius pour en faire des granulés. Ces granulés deviendront de nouveaux sacs, des tuyaux ou des bancs de parc. Mais la réalité est brutale. Moins de 10% du polyéthylène mondial est recyclé. Conclusion, mieux vaut un sac utilisé 20 fois que 20 sacs jetés après une fois. Car même dans une deuxième vie, ce sac peut finir coincé dans un arbre. Au même endroit, on recycle aussi les bouteilles en plastique. Une palette géante, emballée dans du film plastique, avec des dizaines de milliers de bouteilles écrasées, ressemble à un monstre cubique né des déchets. On la pose sur un tapis roulant, et là, le show commence. La machine découpe l'emballage. Les bouteilles dégringolent, comme une avalanche. Le bruit? Un croisement entre une machine à pop-corn et le pupitre de contrôle d'un vaisseau spatial. Ensuite, broyage. Des lames puissantes découpent les bouteilles à une vitesse folle, jusqu'à 500 kg par heure. Le plastique craque, gémit, parfois crache encore du soda ou du jus de fruits. Puis, direction la grosse douche, bain d'eau chaude, bulles, mousse, nettoyage. Et enfin, tout ça part en granulation, début d'une nouvelle vie en banc, en veste ou en pièce d'auto. Pendant que le plastique classique met 500 ans à disparaître, les bio-ingénieurs se sont dit « Et si on le faisait en quelques jours ?» En 2016, des chercheurs japonais ont découvert une bactérie, Ideonella sakaiensis, qui produit des enzymes capables de digérer le plastique. En labo, ce processus prend entre 6 heures et quelques jours, et laisse une matière réutilisable, voire compostable, car elle est déjà presque organique. Dans les années 2020, on a mis la gomme. On a créé des enzymes artificielles encore plus rapides, résistantes à la chaleur, prêtes pour l'industrie. En France, l'usine Carbios a été construite pour lancer le recyclage enzymatique des bouteilles plastiques à grande échelle.
Ils sont minuscules. Mais sans eux, aucune voiture ne pourrait rouler. Les roulements automobiles, figure-toi qu'ils encaissent jusqu'à 10 000 tours par minute, supportent un poids allant jusqu'à 300 kg. Et pourtant, ils restent les héros invisibles de ta voiture. Chaque année, on fabrique plus de 600 millions de roulements dans le monde, et certains sont même devenus intelligents, avec des capteurs intégrés qui te disent eux-mêmes quand ils sont usés. Comment, à partir d'acier chauffé à blanc, naît une pièce dont la précision se compte au millième de millimètre près? Dans cette vidéo, tu vas tout voir. De la fusion brûlante au roulement du futur. Accroche-toi. Les roulements. Ils bossent dans des conditions super difficiles. Ils doivent supporter une pression énorme, le poids de la voiture, des rotations ultra rapides et même une météo pourrie. Donc, tu t'en doutes, fabriquer cette pièce, ça demande une précision de fou et les meilleurs matériaux possibles. La qualité du processus de fabrication, ça ne détermine pas seulement la qualité de la pièce elle-même, mais aussi la sécurité de la voiture et le confort du conducteur. C'est pas rien. Tout commence avec des fours industriels gigantesques, chauffés à des températures qu'on a du mal à imaginer, plusieurs milliers de degrés Celsius. Des blocs de métal brut, généralement de l'acier, sont enfournés là-dedans. Ils commencent alors à fondre doucement, se transformant en un métal liquide brûlant, brillant. On dirait presque de l'or liquide. Ce processus, c'est la fusion. Et son but principal, c'est de virer toutes les impuretés du métal pour le rendre le plus pur et le plus résistant possible. Pendant la fusion, on ajoute des éléments chimiques spéciaux, comme du chrome ou du nickel, qui améliorent les propriétés de l'acier, sa dureté, sa résistance à l'usure et sa capacité à encaisser de fortes pressions. Tout le processus est contrôlé par des spécialistes hyper expérimentés. Parce que le moindre petit écart de température ou de composition, ça peut flinguer la qualité du produit fini. Le métal fondu est mélangé super soigneusement pour obtenir une structure bien homogène. Et ensuite, on le coule dans des moules spéciaux pour qu'il refroidisse. Ces moules permettent au métal de se solidifier sous forme de gros blocs, qui serviront de base pour la prochaine étape de fabrication de roulements. Une fois que le métal a refroidi et s'est solidifié en gros blocs, on les découpe en morceaux plus petits, plus pratiques pour la suite. Ces morceaux, on les appelle des ébauches ou des lopins. On les envoie ensuite vers des machines spéciales qui vont petit à petit donner au métal la forme voulue. Par exemple, pour les roulements à billes, on crée de petites ébauches rondes. Et pour les roulements à rouleaux, des ébauches cylindriques. Le processus d'usinage est d'une précision incroyable. Chaque pièce est travaillée avec une marge d'erreur qui ne dépasse pas 1 millième de millimètre. C'est hyper important parce que la moindre imprécision, même minuscule, peut affecter le fonctionnement du roulement. Après la mise en forme, c'est l'étape de la rectification. Les ébauches passent dans des rectifieuses qui rendent leur surface parfaitement lisse et régulière. Ce qui est crucial, c'est que chaque bille ou chaque rouleau soit impeccablement rond. Ça garantit que la charge est répartie uniformément. À ce stade, les billets sont rectifiés plusieurs fois, puis polis jusqu'à briller comme un miroir. Le traitement final rend la surface tellement lisse que même au microscope, c'est difficile de trouver le moindre défaut. Pour que les roulements soient super costauds et capables de supporter des charges élevées, on leur fait subir un traitement thermique. On chauffe les pièces dans des fours spéciaux jusqu'à environ 850 degrés Celsius. Puis, on les refroidit très vite dans de l'huile ou de l'eau. Ce processus, ça s'appelle la trempe. Juste après, on les réchauffe une nouvelle fois, mais à une température plus basse, autour de 150 ou 200 degrés. Cette étape, qu'on appelle le revenu, ça permet de réduire les tensions internes dans le métal
et de le rendre plus durable, plus résistant dans le temps. Les billes, ou les rouleaux finis, sont ensuite placés dans une enveloppe spéciale. C'est ce qu'on appelle la cage. Pour les roulements à billes, il faut exactement 6 ou 8 billes, positionnées de manière égale autour de la bague intérieure. La cage est fabriquée dans un métal spécial qui protège les billes contre les chocs et les dommages. Pour réduire la friction et éviter l'usure entre les surfaces, on ajoute un lubrifiant. Ça peut être une huile spéciale ou une graisse épaisse. Après ça, le roulement est scellé avec des joints d'étanchéité pour que le lubrifiant ne s'échappe pas et que la saleté ne puisse pas rentrer. Avant d'envoyer le roulement au client, on le vérifie sous toutes les coutures. On teste sa résistance à l'usure, sa solidité et la précision de son fonctionnement. Par exemple, chaque roulement doit pouvoir supporter une charge de plus de 300 kg et tourner impeccablement à des vitesses allant jusqu'à 10 000 tours par minute. C'est du sérieux. La dernière étape, c'est l'emballage des roulements dans des boîtes spéciales. Certains partent directement dans les usines, où on assemble les voitures, tandis que d'autres sont vendus dans les magasins de pièces auto. Actuellement, le marché mondial des roulements est estimé à environ 120 milliards de dollars américains. Les principales régions consommatrices sont l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Les leaders dans la production de roulements sont la Suède, l'Allemagne, les États-Unis et le Japon. Aux États-Unis seulement, on produit plus de 600 millions de roulements chaque année, ce qui couvre les besoins de l'industrie automobile, aéronautique et d'autres secteurs industriels. Les technologies modernes transforment même les plus petites pièces de nos voitures, et les roulements ne font pas exception. Aujourd'hui, ils sont équipés de capteurs spéciaux qui permettent de surveiller leur fonctionnement en temps réel. Ces capteurs collectent des informations sur la température, les vibrations, la vitesse de rotation et même le degré d'usure. Grâce à ces données, on peut détecter rapidement le moindre problème avec le roulement et donc prévenir d'éventuelles pannes ou accidents. Pratique, non? Ces capteurs fonctionnent grâce à de l'électronique intégrée qui transmet les données à l'ordinateur central de la voiture ou même dans le cloud. Ça veut dire que le fabricant ou le conducteur peut recevoir des notifications sur l'état du roulement directement sur son smartphone ou sur l'écran de la voiture. Par exemple, si un roulement commence à surchauffer à cause d'une charge trop importante, le système le détecte et alerte le conducteur. En plus, ces innovations aident à optimiser l'utilisation des lubrifiants, ce qui prolonge la durée de vie des roulements. Dans l'industrie et l'aviation, les roulements équipés de capteurs deviennent indispensables pour assurer le fonctionnement sans interruption des équipements. Leur utilisation permet non seulement d'économiser sur la maintenance, mais contribue aussi à améliorer la sécurité et l'éco-responsabilité des machines. Les roulements intelligents, c'est clairement un grand pas en avant dans le monde de la technologie et du confort. Même si on trouve les roulements intelligents, surtout dans l'automobile, ils sont aussi utilisés dans l'aviation, l'agriculture et même dans les éoliennes. Bref, partout où surveiller l'état des pièces est absolument critique. Grâce à cette surveillance précise et à l'optimisation du fonctionnement, les roulements intelligents aident à réduire la consommation d'énergie et de lubrifiants, ce qui est une bonne nouvelle pour l'environnement. Et qui sait, peut-être que bientôt, la technologie sera tellement avancée que le roulement nous criera lui-même. « Eh oh, tu vas où comme ça, abruti? Tu vois pas que je suis complètement mort? C'est l'heure d'aller au garage, pas de partir en vacances. »